bienvenue dans l'Africa News en cette semaine spéciale élection présidentielle. Au Togo, le dossier du jour sera consacré à l'opposition du pays qui, comme toujours, fait face au défi de l'unité. Et au sommaire également de cette émission, se dirige-t-on vers une modification constitutionnelle au Congo? C'est en tout cas ce qu'envisagerait le président Denis Sassou Nguesso pour briguer un troisième mandat. Et puis journée mondiale de la santé en ce 7 avril. Et puis en Côte d'Ivoire, le port de San Pedro s'agrandit et se modernise, un projet titanesque qui requiert la mobilisation de 300 millions de dollars. Et puis l'Afrique doit-elle véritablement créer son propre système financier? Nous tenterons d'y répondre dans la troisième partie de cette émission. Justement, ils sont avec nous tout au long de l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Gracien Rokindi-Kiza. Gracien, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Hacher. Malik, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. À bientôt 72 ans, le président congolais Denis Sassou Nguesso ne peut pas briguer un troisième mandat présidentiel à moins de réformer la Constitution. Mais l'opposition est résolument contre cette perspective, tout comme la deuxième force de la majorité présidentielle. Le point avec Radiela Tchakounte. Se dirige-t-on vers un référendum constitutionnel en République du Congo ? 31 décembre 2014, dans son discours de Nouvel An, le président Denis Sassou Nguesso déclare que la consultation du peuple n'aurait lieu qu'en cas d'échec du dialogue entre les forces politiques du pays. Changement de discours ce 9 avril, il affirme qu'après le dialogue, il faudra tout de même un référendum pour trancher sur l'avenir de la Constitution. Un revirement qui achemine donc le pays vers un projet de réforme constitutionnelle devenu quasi inévitable. Le changement, c'est simplement vous balayer toute la loi fondamentale actuelle et vous proposer d'aller vers la majorité du peuple et par voie référendaire, proposer une nouvelle formule à l'approbation de la population congolaise, du peuple congolais. À ce moment-là, nulle part au monde, vous savez, en France, à la Ve République, il y a eu 10 changements de constitution. On ne peut pas aujourd'hui dire que dans certains pays, on puisse changer entièrement toute la Constitution. Maintenant, ceux qui sont pour le non-changement de cette Constitution, ceux qui ont peur de ce changement de Constitution, vous disent, si nous changeons entièrement cette loi fondamentale, cela pourrait donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Il a le droit, c'est dans ses prérogatives, de soumettre à l'approbation du peuple congolais qui souverainement devra se prononcer. Pour ma part, cette Constitution gagnerait à être modernisée. Du côté de l'opposition, la pilule a du mal à passer. Elle affirme que ce projet a pour unique objectif de créer les conditions d'une nouvelle candidature de l'actuel président au scrutin de 2016, au risque de déstabiliser l'équilibre politico-social. Cette intransigeance de vouloir coûte que coûte toucher au texte fondamental, donc à la fondation de notre nation, est en train de violer le contrat de travail et le contrat moral et juridique qui le lie au peuple congolais. Et par conséquent, en tout cas en tant que citoyen, je ne trouve pas d'intérêt de discuter avec le président Sassou sur cette question. Et coup de tonnerre, la question divise au sein même de la majorité. Certains mouvements, et non des moindres, comme le MCDDI, le RDPS ou encore le RDD, s'y sont officiellement opposés. Le PCT fera-t-il pour autant marche arrière? Rien n'est moins sûr. Le pays est désormais pendu aux déclarations du président Denis Sassou Nguesso. On va quand même commencer ce débat, Gracien, avec vous, pour commencer un désaveu au sein même de la majorité présidentielle, un coup dur tout de même pour le président Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est un coup dur, mais en même temps, il faut savoir que souvent, on a l'intention de dire, d'accuser les gens qui sont membres du parti qui est au pouvoir de ne pas vraiment être des démocrates. Mais on voit, il y a beaucoup de cas qui se passent, on voit notamment au Congo, même au sein de son parti. Donc, il y a des gens, des voix qui s'élèvent en disant « Non, vous n'avez pas droit de briguer un troisième mandat parce qu'il faut modifier la Constitution. » Et ce n'est pas bien pour la démocratie de modifier la Constitution juste pour une seule personne. C'est comme si on considérait que au Congo, il n'y a qu'une seule personne qui peut diriger le Congo. Il y en a d'autres qui peuvent diriger mieux que le président Sassou Nguesso. Donc, vraiment, il faut que la démocratie avance et que les Africains, nous respections les constitutions. Malik, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette
perspective de modifier la constitution au Congo? Je pense que le président Sassou Nguesso n'a pas trop le choix. Donc il est fragilisé au sein même de sa majorité, donc il est obligé de passer par la voie référendaire. Maintenant, je partage tout à fait l'avis de Gratien. Pour promouvoir des valeurs démocratiques au sein du continent, il faut quand même, je pense, instaurer une limitation de mandat. Et l'UA s'est évertuée ces dernières années à le faire. Maintenant, la présidence de Robert Mugabe, je ne pense pas que ça va être le cas. Je pense qu'il y aura un laxisme de ce côté-là. Maintenant, je ne suis pas, peut-être que mon avis sera pas paradoxal par rapport à ce que je viens de dire. Je pense que la limitation des mandats n'est pas forcément un gage forcément de démocratie. Je pense que oui, on peut limiter les mandats à 2, 3 mandats présidentiels, mais pourquoi refuser à un président de passer par la voie référendaire et d'avoir la consultation du peuple. Tant que les scrutins sont libres et transparents, voilà. C'est ça en fait le problème. Là est le point essentiel. Il faut bien sûr garantir derrière une élection transparente, ce qui fait défaut au sein des pays africains. Donc effectivement, je pense que là, la situation sera intéressante à suivre. Moi, le principe de recourir au peuple, au principe référendaire pour avoir son appui et pour pouvoir poursuivre son mandat, je ne trouve pas ça choquant. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment l'opposition va s'organiser au Congo pour avoir un scrutin transparent. Et c'est là tout l'enjeu du scrutin. Alors Daouda, l'opposition bien évidemment qui s'oppose à ce projet de réforme constitutionnelle, un parti au sein même de la majorité présidentielle qui s'y oppose aussi. Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso va vraiment y aller vers cette réforme? Ça, pour l'instant, on peut ni dire oui ni dire non, mais en tout cas, quand on écoute ces déclarations, bon, ces déclarations ne le disent pas non plus clairement, mais on peut clairement le soupçonner en tous les cas, parce que par exemple, quand on lui pose la question, à savoir, quand on lui pose la question sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il en pense, il répond que bon, c'est un pays c'est le Burkina, c'est un pays à part en fait, et qu'il donne l'exemple de l'Égypte, de la Libye, etc. Et là, on peut sous-entendre que finalement, c'est des présidents ou des chefs de l'exécutif qui étaient là et qui arrivaient à maintenir la stabilité du pays, que ce soit Kadhafi ou les autres. Donc c'est pas très clair en fait. Moi, je pense que pour le maintien de la paix, vraiment, pourquoi pas avoir 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats pour un président, à condition que cela soit légal aussi. Bon, là, on ne sait pas, mais je rejoins tout à fait la thèse qui vient d'être dite là, c'est-à-dire que le référendum, si on passe par voie référendaire et que la majorité l'emporte en faveur d'un changement de la Constitution et ne plus limiter les mandats, à mon avis, c'est démocratique. Maintenant, on ne peut pas l'interdire au président congolais s'il passe par la voie référendaire. Gratien, vous vouliez intervenir? Je ne suis pas d'accord ni avec Daouda ni Malik. Parce qu'il faut savoir que il faut qu'il y ait de l'alternance au niveau du pouvoir. Souvent, on connaît ce qui se passe, on sait ce qui se passe en Afrique. Oui, le problème, c'est qu'il y a des abus, en fait. On reste au pouvoir et le pouvoir se confond, le président se confond déjà avec le pouvoir. En plus, on sait bien ce qu'ils font au pouvoir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait l'alternance. Un président avec 2 mandats, il termine. Il y a beaucoup d'Africains capables de diriger le pays, de diriger des pays. Donc, avec les changements, c'est avec les changements qu'on a les évolutions. Tout changement génère de l'évolution. Quand c'est négatif, quelqu'un qui arrive au pouvoir, il ne remplit pas bien sa mission, au moins au bout de 2 mandats, qu'il laisse les autres. Le parti au pouvoir peut rester, peut avoir un autre candidat, diriger encore le pays. Au moins les individus changent. Et c'est de cette façon-là qu'on peut avoir... Il y a des malversations, il y a des tueries, il y a des massacres et souvent, on ne peut pas soulever ce genre de questions tant que le président qui a commis ça se trouve encore au pouvoir. Et franchement, pour que l'Afrique évolue, il faut vraiment qu'il y ait limite et 2 mandats. Daouda, un droit de réponse? Oui, il y a le principe, il y a la pratique. Sur la pratique, je suis d'accord avec Gratien. Par rapport à ce qui est observé généralement sur le continent, par rapport à un certain nombre de présidents. Maintenant, sur le principe, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gratien, dans la mesure où, quand on établit des règles démocratiques, c'est des règles démocratiques. La majorité l'emporte, à condition que les élections soient transparentes. Si on propose un référendum pour enlever, en tout cas pour ne pas limiter le mandat du président à 2, bon, voilà, ou alors pour limiter à l'inverse, pour limiter le mandat du président à 2, si la population dit non, ben c'est la démocratie qui s'est exprimée, à condition que les élections soient transparentes. Comment se passent les élections, voilà. C'est ça le problème. Donc sur le principe, je pense que
tout le monde a le droit d'être pour 2 mandats ou plus de 2 mandats, mais dans la pratique, il faut s'organiser pour que les choses reflètent réellement la volonté du peuple et la voix du peuple. Alors, Malik, on a du mal à comprendre cette politique jusqu'au boutiste du président Denis Sassou Nguesso quand on voit ce qui s'est passé au Burkina Faso. Oui, normalement, le précédent burkinabé aurait pu servir de leçon à de nombreux chefs d'État africains. Et effectivement, on a l'impression que cette volonté du président congolais est un peu jusqu'au boutiste. Maintenant, je partage en partie, parce que c'est un débat intéressant, il y a des choses que je partage avec Gratien et Daouda. Bien sûr, on veut tous promouvoir l'alternance démocratique au sein des pays africains. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point, c'est justement sur la transparence de l'élection. S'il n'y a pas de problème de transparence, l'élection de Sassou Nguesso ne sera pas réfutable. S'il y a des problèmes de transparence, ce que je crains, moi, pour ma part, il y aura cette problématique-là d'instabilité dans ce pays-là. Et on l'a vu précédemment, comme vous venez si bien de le dire, avec le Burkina Faso. Donc c'est vrai que c'est un jeu dangereux. Et Journée mondiale de la santé, en ce 7 avril, cette édition s'est déroulée sous le thème de la sécurité sanitaire des aliments. L'occasion pour l'OMS d'alerter sur l'enjeu que représentent les aliments insalubres. Pour donner quelques chiffres, ces derniers sont à l'origine, selon les estimations, de 2 millions de décès par an. Les aliments contenant des bactéries, des virus, des parasites ou encore des substances chimiques sont responsables de plus de 200 maladies. Le point avec Diarra Ndiaye. Enjeu de santé publique, la lutte contre les aliments insalubres devient une priorité pour l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé appelle à une meilleure sécurité sanitaire des aliments à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. L'Organisation des Nations Unies interpelle chaque acteur de la chaîne alimentaire, gouvernement, communauté, consommateurs, à être responsables afin d'améliorer toutes les étapes qui mènent de la ferme à l'assiette. Il faut laisser la possibilité aux industries agroalimentaires de pouvoir faire des études et des études de qualité. C'est pas pour nous vendre, en fait, coûte que coûte ce que eux ils fabriquent, mais c'est pour nous faire comprendre un petit peu la qualité de ce que eux ils peuvent fabriquer et qu'ils puissent nous apporter les nutriments nécessaires pour notre alimentation. Ce qui fait qu'ils n'ont plus les mains libres. Les industries agroalimentaires sont presque parties. Les jeunes qui ont fait les études pour pouvoir améliorer un petit peu les conditions de notre nutrition, pour améliorer un petit peu la sécurité alimentaire, n'ont plus les mains libres. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire les études sur place, d'étudier les produits que l'on consomme sur place, quels sont les types de mélanges que l'on peut faire pour arriver à avoir une nutrition correcte. Certains aliments insalubres représentent un véritable danger pour la santé et peuvent être à l'origine de pathologies sévères. L'industrialisation de la chaîne alimentaire, de la production, du commerce et de la distribution a favorisé et multiplié la contamination alimentaire par des bactéries, des virus, des parasites et autres substances chimiques. La sécurité alimentaire en Afrique est un gros dossier. Je pense que les politiques actuelles, elles ont beaucoup plus tendance à s'occuper de tout ce qui est curatif, du traitement des maladies, mais pas de la prévention et surtout pratiquement au niveau de la sécurité alimentaire, il y a un gros travail à faire. Je pense que si ces politiques-là existent, aujourd'hui, elles basent ici sur beaucoup de terrain. La sécurité alimentaire, est-ce que la chaîne de froid est respectée pour le respect déjà des conservations des aliments? La sécurité alimentaire est un enjeu souvent sous-estimé et pourtant crucial en matière de santé publique. D'après les chiffres dévoilés par l'OMS, les maladies gastro-intestinales d'origine alimentaire étaient responsables de plus de 350 000 décès en 2010. Les régions les plus touchées par ces maladies sont l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Et les enfants sont en première ligne puisqu'ils représentent 40% des quelques 582 millions de cas par an. Alors Malik, je viens de le dire, donc les aliments insalubres sont à l'origine, selon les estimations, de 2 millions de décès par an. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais voilà, ça relève encore là. Une notion qu'on rappelle souvent ici, c'est la volonté politique de mettre des règles efficientes pour permettre justement que la chaîne de froid soit respectée par les commerçants, des mesures de salubrité publique pour permettre aussi aux commerçants d'avoir des espaces où, quand ils commercialisent leurs produits, des espaces salubres. Donc c'est, je pense, au pouvoir public de mettre en ordre ce problème-là, de le régler. Bon, il y a aussi un problème aussi dans le transport.
toute une série de problèmes qui concernent le transfert des produits alimentaires en Afrique. Donc les pouvoirs publics doivent prendre en considération ce problème parce que finalement ça empêche un bon développement économique. Quand vous avez ces problèmes-là de santé publique, ça empêche un développement correct. Donc au pouvoir public de prendre des initiatives. Alors on le répète souvent autour de ce plateau, le domaine de la santé a un chantier très très important pour le continent africain. Oui, Amira, très important, étant donné que de toute façon, une population qui est malade, c'est une population qui ne peut pas contribuer comme il faut au développement du pays. Donc ça, c'est une évidence. À mon avis, c'est l'un des postes les plus importants d'ailleurs dans la structure même d'un budget de l'État ou dans la structure même des politiques publiques. Hein. Ça, c'est une évidence à mon avis. Maintenant, bon, on a l'impression que dans de nombreux États africains, cela n'est pas compris ou alors pris à juste titre, on n'a pas forcément mesuré l'importance de ce secteur, mais à mon avis, c'est là où la santé ne se négocie pas. Sans la santé, l'avenir même est compromis. On l'a vu dans les pays où sévissent des fléaux. L'économie tombe, s'écroule, il n'y a pas de paix forcément, la famine s'accentue, etc. Donc oui, moi j'ai tendance à dire que c'est vraiment le premier poste, la première politique publique à mener dans un État, c'est vraiment la santé et c'est à partir de là que tout peut se développer. Alors Gratien, nous on en est conscients manifestement que la santé est une des priorités du continent, mais est-ce que les chefs d'État le sont? Pour plusieurs chefs d'État, non, parce qu'on parle déjà du côté des aliments, on peut parler du transport, par exemple, Malika a parlé du transport des produits alimentaires, que ce soit la viande, le poisson ou les produits laitiers. Mais souvent, c'est qu'il y a de l'argent, il y a du business. On laisse exprès parce que dans plusieurs pays, les autorités sont impliquées dans les affaires, donc font pratiquement du commerce. Et pour avoir beaucoup de marge, il ne faut pas beaucoup investir dans le transport ou dans la chaîne de froid. Donc, de cette façon-là, il y a beaucoup de marge. Un autre point qu'on n'a pas souligné. Vous voulez dire qu'ils ferment les yeux au niveau des douanes pour laisser passer des aliments qui ne seraient pas en conformité avec les règles internationales? Oui, on peut parler par exemple des produits. Souvent en Afrique, on achète des conserves qui viennent de l'Europe, on achète des produits laitiers qui viennent de l'Europe, qu'on n'a pas le droit de vendre en Europe parce que déjà en Europe, on sait bien que ces conserves ne remplissent pas toutes les conditions. Et en Afrique, on les vend normalement sans regarder les dates, alors que ce sont des produits vraiment qui rendent malades beaucoup de gens et on les laisse circuler au niveau des marchés. Donc c'est vraiment la faute aux dirigeants, surtout la faute des dirigeants corrompus. Malik? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Gratien. Il y a des importateurs qui sont véreux, et ça existe un peu partout, mais surtout en Afrique, et qui importent justement des aliments qui sont distribués dans les secteurs parallèles, souvent dans le secteur informel, justement parce que le secteur informel aussi touche à l'alimentation. Juste un point que je voulais soulever, oui, le secteur de la santé, c'est très important, et je pense que les États africains ont un défi de taille aussi, c'est la transition, ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est l'apparition de nouvelles maladies, des maladies cardiovasculaires, des maladies liées au diabète, au cholestérol, et voilà, tout ce type de maladies qu'on retrouve dans les pays industrialisés. Ça va venir en Afrique, et c'est une problématique qui est de taille, et un défi qui est de taille pour les pays africains. Et justement, cette problématique là doit contraindre les États à réformer leur carte sanitaire, à développer aussi des infrastructures qui répondent à ces maladies-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des maladies qu'on ne peut pas guérir en Afrique. Le cholestérol, le diabète, ce sont des maladies qui posent problème dans de nombreux pays et il n'y a pas les équipements efficients pour permettre de guérir cela. C'est un autre problème qui va se poser. C'est lié aussi à ce problème-là de consommation alimentaire. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.